Avant chaque maison, il y a eu un plan, mais pas un plan posé sur une table dès le départ. D'abord, il y a eu une image dans la tête de quelqu'un, un espace imaginé, des murs encore absents, un toit qui n'existait nulle part ailleurs que dans l'esprit. Avant que la première pierre ne soit posée, quelqu'un a vu la maison finie. Il a imaginé les pièces, la lumière qui entre par les fenêtres, la sensation de sécurité en fermant la porte le soir. Rien de tout cela n'était réel. Et pourtant, tout était déjà là. Avant chaque entreprise, il y a eu une idée. Pas un chiffre, pas un statut juridique, pas un logo. Juste une pensée. Quelque chose comme « Et si c'était possible ? Et si on faisait autrement ? Et si ce problème pouvait être résolu ?» Au départ, cette idée n'avait aucune valeur. Personne ne l'applaudissait. Personne n'y croyait vraiment. Souvent, elle semblait même irréaliste. Mais elle existait. Et c'était suffisant pour commencer. Avant chaque réussite visible, il y a eu quelque chose d'invisible. Quelque chose que personne ne pouvait mesurer. Quelque chose que personne ne pouvait applaudir. Des images mentales répétées en silence. Des scénarios imaginés encore et encore. Des décisions prises intérieurement bien avant d'être prises dans le monde réel. Ce que tu vois aujourd'hui comme une évidence a d'abord été une conviction fragile, un choix intérieur, une vision que seul celui qui l'imaginait pouvait voir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la réussite commence avec l'action, alors qu'elle commence bien avant, dans un endroit que personne ne regarde, dans un atelier invisible, l'esprit humain. Parce que rien ne se construit dehors, sans avoir été construit d'abord dedans. Et que tu le saches ou non, tu es déjà en train de bâtir quelque chose, simplement parce que tu imagines chaque jour. Ferme les yeux un instant. Pas pour t'échapper, mais pour regarder honnêtement ta propre vie telle qu'elle est, sans jugement, sans excuse. Observe où tu en es aujourd'hui, tes relations, ton travail, ton niveau de liberté, tes frustrations silencieuses, tes satisfactions aussi. Puis réalise ceci calmement. Tout ce que tu vis maintenant a d'abord existé quelque part dans ton esprit. Avant d'être une situation, ça a été une pensée répétée. Avant d'être une habitude, ça a été une idée acceptée. Avant d'être une réalité installée, ça a été une image intérieure. Même ce que tu crois avoir subi, même ce que tu n'as pas choisi consciemment, les silences que tu as gardés, les décisions que tu as repoussées, les peurs que tu as nourries sans t'en rendre compte, les scénarios que tu as rejoués encore et encore dans ta tête, tout cela a laissé une trace. Pas parce que tu étais faible, pas parce que tu manquais de volonté, mais parce que l'esprit humain fonctionne ainsi. Ce que tu imagines souvent devient familier. Ce qui devient familier finit par sembler normal. Et ce qui semble normal s'installe comme une réalité. Alors quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ne la vois pas comme une condamnation. Vois-la comme un message silencieux qui te montre ce à quoi ton esprit a été exposé, jour après jour, sans que tu en sois toujours conscient. Et si cela est vrai, alors une autre vérité apparaît. Si une partie de ta vie a été créée sans choix conscient, elle peut aussi être transformée par un choix conscient. Parce que le même esprit qui a répété des images par habitude peut apprendre à en créer par intention. Et c'est exactement là que tout commence vraiment. Napoléon Hill l'a dit avec une précision troublante. L'imagination est littéralement l'atelier où sont élaborés tous les plans issus de l'esprit humain. Prends un instant pour mesurer le poids de ces mots. Il ne parle pas d'un simple lieu de rêve. Il ne parle pas d'une distraction mentale. Il parle d'un atelier. Un endroit où l'on fabrique, où l'on assemble, où l'on teste, où l'on ajuste avant de passer à l'action. Dans un atelier réel, rien n'est parfait du premier coup. On essaye, on corrige, on recommence. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit humain. Avant chaque décision importante, avant chaque changement de direction, avant chaque création concrète, il y a eu une phase invisible, une phase où l'idée n'était encore qu'une forme floue, où le plan n'était pas encore structuré, où l'on hésitait, où l'on doutait, où l'on imaginait différentes possibilités. C'est là que l'imagination travaille. Elle prend des fragments de souvenirs, des expériences passées, des observations du monde, et elle les assemble d'une manière nouvelle. Ce que le monde voit ensuite comme un choix est souvent le résultat de longues constructions intérieures silencieuses. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils possèdent un tel atelier. Ils y entrent sans le savoir. Ils y laissent traîner des pensées inachevées, des peurs non examinées, des idées abandonnées trop tôt. Alors l'atelier devient chaotique, désordonné,
Et ce désordre intérieur finit par produire des résultats confus à l'extérieur. Il voulait dire quelque chose de fondamental. Si tu ne prends pas conscience de ton atelier mental, quelqu'un d'autre y travaillera à ta place. Les circonstances, les peurs collectives, les croyances héritées, les limites répétées par les autres. Tout cela devient du matériel brut que ton imagination utilise malgré toi. Mais lorsque tu entres consciemment dans cet atelier, quelque chose change. Tu ne subis plus les images, tu les choisis. Tu ne laisses plus ton esprit bricoler au hasard. Tu lui donnes une direction. Et c'est à cet endroit précis que naissent tous les vrais plans. Pas ceux qu'on écrit sur du papier pour faire joli, mais ceux qui transforment réellement une vie. Parce qu'aucun plan ne devient réel s'il n'a pas été d'abord construit, testé et accepté dans l'atelier invisible de l'esprit humain. Un atelier, pas un endroit silencieux où l'on se perd dans des rêveries vagues, pas un espace où l'on s'échappe de la réalité pour l'oublier, pas une illusion confortable pour se rassurer. Un atelier, c'est un lieu où l'on travaille, un lieu où il y a du mouvement, des essais, des ajustements, parfois même des erreurs visibles. Dans un atelier, rien n'est magique. Tout est construit, pièce par pièce, avec patience. Quand Napoléon Hill parle d'atelier, il parle d'un espace intérieur où les idées sont manipulées comme de la matière brute. On les prend, on les observe, on les retourne dans tous les sens, on les améliore, on les rejette parfois. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est là que naissent les plans solides. Un rêve flou te laisse passif, tu le regardes de loin, tu espères. Un atelier, au contraire, t'oblige à participer, à t'impliquer, à prendre des décisions. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une préparation à la réalité, parce que tout ce qui existe concrètement a d'abord été testé à l'intérieur. Avant d'être exposé au monde, ça a été façonné dans cet espace invisible. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes d'attendre que les choses changent seules. Tu entres dans ton atelier et tu commences à travailler. Et la vérité, c'est que tu utilises déjà cet atelier tous les jours. Pas de temps en temps, pas seulement quand tu réfléchis sérieusement. Tous les jours, dès le matin, parfois même avant d'ouvrir les yeux. Quand ton esprit anticipe une journée difficile, quand tu imagines une conversation à venir, quand tu rejoues un moment du passé en te demandant ce que tu aurais dû dire autrement, quand tu te projettes dans un futur que personne ne t'a encore demandé de vivre, à ce moment-là, tu es déjà dans l'atelier. Tu fabriques des images, des scénarios, des hypothèses. Et le plus souvent, tu le fais en pilote automatique, sans intention claire, sans direction consciente. Ton esprit assemble ce qu'il connaît déjà. Des souvenirs, des peurs, des paroles entendues 1000 fois, des expériences inachevées. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Alors il construit des plans intérieurs qui confirment ce que tu crois déjà possible ou impossible. Et comme tu n'en as pas conscience, tu prends le résultat pour la réalité. Tu dis, c'est comme ça, je n'ai pas le choix, c'est ma situation. Alors qu'en réalité, c'est souvent le produit d'un atelier qui fonctionne sans chef d'atelier. Napoléon Hill voulait justement attirer l'attention sur ce point. Tant que tu n'es pas conscient de ton imagination, elle travaille pour toi ou contre toi. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que tu fais inconsciemment peut devenir un acte volontaire. Le même esprit qui fabrique des scénarios par habitude peut apprendre à fabriquer des plans par intention. Et c'est à cet instant précis que l'atelier cesse d'être un lieu de confusion pour devenir un lieu de création. Tu connais ce moment où rien ne se passe à l'extérieur et où pourtant tout s'agite à l'intérieur. Tu es assis, le corps immobile, le silence autour de toi. Et sans prévenir, ton esprit commence à voyager. Il ne te demande pas ton avis. Il ne vérifie pas si le moment est approprié. Il part. Il rejoue une conversation passée. Tu refais les phrases. Tu changes le ton. Tu ajoutes ce que tu aurais voulu dire. Puis, sans transition, il imagine une discussion à venir. Et elle se passe mal. Tu te vois hésiter. Tu te vois mal compris. Tu te vois jugé. Rien de tout cela n'est encore arrivé. Mais ton corps, lui, y croit déjà. Ensuite, l'esprit va plus loin. Il imagine un échec. Pas forcément spectaculaire. Parfois juste un petit raté, un refus, un silence, une occasion qui t'échappe. Puis il construit un futur inquiétant. Pas d'un coup, pièce par pièce. Un détail devient une preuve, une peur devient une certitude, une hypothèse devient une conclusion. Et pendant ce temps,
tu es toujours assis, silencieux, sans bouger. C'est là que réside la puissance de l'imagination. Elle peut te faire vivre ce qui n'existe pas encore, avec une intensité réelle. Et tant que tu n'en es pas conscient, cet atelier intérieur continue de produire des scénarios qui finissent par guider tes choix, tes décisions et parfois même ton renoncement. Ce moment que tu connais si bien n'est pas une faiblesse, c'est une capacité mal dirigée. Et quand tu apprends à la reconnaître, tu fais déjà le premier pas vers la maîtrise de ton atelier intérieur. Et à cet instant précis, ton corps réagit, toujours. Même si rien ne s'est encore produit, même si tu es simplement assis, immobile, la gorge se serre, comme si quelque chose voulait sortir, mais rester bloqué. Les mots deviennent lourds, la respiration se raccourcit, le ventre se noue, une tension sourde apparaît, un malaise difficile à nommer, comme une alarme silencieuse qui s'active. Le cœur accélère, pas pour courir, pas pour agir, juste pour réagir à une menace imaginaire. Ton corps ne sait pas que tout cela n'est qu'une image. Il ne distingue pas le réel de ce qui est intensément imaginé. Il répond à ce qu'il perçoit. C'est pour cela que l'imagination est si puissante. Elle ne se contente pas de produire des pensées. Elle déclenche des sensations, des émotions, des réactions physiques. Et plus tu revis ces scénarios intérieurs, plus le corps apprend à les reconnaître, comme s'ils étaient réels. Alors, sans t'en rendre compte, tu commences à éviter, à hésiter, à te retenir. Pas parce que tu manques de courage, mais parce que ton corps a déjà vécu l'échec dans l'atelier invisible de ton esprit. Et c'est exactement pour cela que reprendre le contrôle de l'imagination change aussi la façon dont ton corps te soutient, au lieu de te freiner. Et pourtant, rien ne s'est encore produit. Il n'y a eu aucune discussion, aucune décision irréversible, aucun événement réel. Le monde extérieur est resté exactement le même. Mais à l'intérieur, tout s'est déjà passé. Et c'est là que réside une chose fondamentale que peu de gens comprennent vraiment. L'imagination ne s'allume pas sur demande. Elle est déjà allumée. Elle fonctionne en permanence, jour et nuit, dans le calme comme dans le stress, dans l'attente comme dans l'ennui. Elle ne demande pas la permission. Elle ne vérifie pas si ce que tu imagines est utile. Elle ne se demande pas si cela te sert ou te freine. Elle prend ce qui est disponible et elle construit. Une pensée devient une image devient une sensation devient une réaction. Et comme tout cela se passe sans bruit, tu finis par croire que c'est normal, que c'est toi. Alors tu dis, c'est mon caractère, je suis comme ça, je réfléchis trop. Alors qu'en réalité, c'est simplement une faculté puissante qui fonctionne sans direction. Napoléon Hill voulait justement attirer l'attention sur ce point précis. Tant que l'imagination agit sans conscience, elle suit les chemins les plus familiers, les peurs anciennes, les limites apprises, les croyances répétées. Mais le jour où tu réalises qu'elle est toujours active, une autre possibilité apparaît. Si elle fonctionne déjà sans ton accord, elle peut aussi fonctionner avec ton intention. Et à partir de là, tu ne subis plus ce qui se passe dans ton esprit. Tu commences à le guider. C'est ici que le travail intérieur devient une création, et non plus une réaction. La majorité des gens ne manquent pas d'imagination. Ils n'en ont jamais manqué. Ils imaginent constamment des scénarios, des conversations, des issues possibles, des futurs probables. Ils imaginent ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait les décevoir, ce qu'ils risquent de perdre, parfois même ce qu'ils n'oseront jamais tenter. Le problème n'est donc pas l'imagination. Le problème, c'est l'absence de direction. C'est comme un fleuve puissant, sans lit pour le guider. Il déborde, il érode, il détruit au lieu d'irriguer. Quand l'imagination n'a pas de direction claire, elle se nourrit de ce qui est le plus proche, les peurs héritées, les limites entendues depuis l'enfance, les échecs passés, amplifiés. Elle ne cherche pas à t'élever, elle cherche à te protéger. Et souvent, elle confond protection et immobilité. Alors elle fabrique des images qui justifient l'inaction, des scénarios qui expliquent pourquoi ce n'est pas le bon moment, pourquoi ce n'est pas pour toi, pourquoi c'est trop risqué. Et tu finis par croire que tu manques de vision, alors que tu manques simplement d'une boussole intérieure. Napoléon Hill l'avait compris. Donne une direction claire à l'imagination et elle devient une force de création. Sans direction, elle répète le passé. Avec une direction, elle commence à dessiner l'avenir. La question n'est donc pas « Est-ce que j'ai de l'imagination ?» La vraie question est « À quoi est-ce que je la dirige ?» Chaque jour, consciemment ou non.
Et c'est à partir de cette prise de conscience que tout peut changer. L'imagination est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne juge pas ce que tu lui confies. Elle ne se demande pas si une pensée est utile ou si elle te limite. Elle amplifie, simplement. Elle fonctionne comme une loupe. Ce que tu places dessous prend immédiatement de l'ampleur. Si tu lui donnes la peur, elle ne la remet pas en question. Elle la développe. Une inquiétude devient une image. Une image devient un scénario. Un scénario devient une certitude intérieure. Tu imagines ce qui pourrait mal tourner et ton esprit commence à bâtir des preuves. Il relie des détails. Il interprète des signes. Il te montre pourquoi tu avais raison d'avoir peur. Mais si tu lui donnes une vision claire, quelque chose change profondément. L'imagination ne s'affole plus. Elle se met au travail. Elle commence à chercher des chemins, des solutions, des possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Elle assemble des idées. Elle relie des expériences. Elle t'offre des pistes là où tu ne voyais que des murs. La même faculté, la même énergie mentale, mais un résultat totalement différent. La différence ne vient pas de l'imagination, elle vient de ce que tu choisis de nourrir. C'est pour cela que Napoleon Hill insistait autant sur la clarté de l'objectif et la qualité des images mentales. L'imagination n'est pas ton ennemi, elle est ton outil. Et comme tout outil puissant, elle peut construire ou détruire selon la manière dont tu l'utilises. Quand tu comprends qu'elle amplifie sans trier, tu deviens plus attentif à ce que tu lui donnes. Parce que ce que tu imagines régulièrement ne reste jamais simplement une pensée. Ça devient une direction. Napoleon Hill expliquait que l'esprit humain possède deux formes d'imagination. Et la première est bien plus répandue qu'on ne le croit. C'est celle que presque tout le monde utilise, sans jamais la nommer. Tu t'en sers quand tu observes le monde autour de toi, quand tu regardes ce qui fonctionne chez les autres, quand tu remarques ce qui pourrait être amélioré, quand tu te dis « et si je faisais pareil ?» Mais autrement, cette imagination ne crée pas à partir du vide, elle assemble. Elle prend des éléments existants, des idées déjà testées, des expériences vécues, des informations glanées ici et là, puis elle les combine, elle les ajuste, elle les transforme. C'est ainsi que naissent la plupart des innovations, pas par un éclair magique venu de nulle part, mais par une recomposition intelligente. Quelqu'un observe un problème, un autre a déjà tenté une solution, et l'imagination synthétique relie les deux. Elle adapte une idée à un nouveau contexte. Elle améliore un système imparfait. Elle simplifie ce qui était compliqué. Et sans le savoir, tu utilises déjà cette faculté. Quand tu cherches une meilleure façon de travailler, quand tu ajustes une méthode, quand tu apprends d'une erreur passée pour faire différemment la prochaine fois. C'est une imagination pratique, terre à terre, orientée vers l'action. Napoleon Hill voulait montrer que la création n'est pas réservée à quelques génies. Elle commence souvent par cette capacité simple. Observer, comprendre, assembler. Et quand cette imagination reçoit une direction claire, elle devient un outil extrêmement puissant pour bâtir quelque chose de concret à partir de ce qui existe déjà. La seconde forme d'imagination est plus subtile, plus silencieuse. On ne l'entend pas arriver, elle ne s'impose pas. Elle ne force rien. Elle apparaît, parfois au détour d'un instant de calme, parfois quand tout ralentit, quand l'agitation mentale se fait moins bruyante. Elle surgit comme une intuition, une idée qui ne ressemble pas aux autres, une pensée qui ne semble pas avoir été fabriquée par l'effort. Tu ne l'as pas cherchée. Et pourtant, elle est là. C'est cette certitude étrange, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Tu ne sais pas encore comment, tu ne sais pas encore quand, mais quelque chose en toi sait que c'est juste. Napoleon Hill observait que cette imagination créatrice se manifeste souvent dans des moments très particuliers, juste avant le sommeil, quand le corps se relâche, quand l'esprit conscient lâche prise. À cet instant précis, les filtres tombent. Les peurs se taisent, le contrôle se relâche, et quelque chose de plus profond peut émerger. Beaucoup de gens ont déjà vécu cela. Une idée au réveil, une solution qui apparaît sous la douche, une vision soudaine dans un moment de solitude. Mais faute de compréhension, ils ne la laissent pas passer. Ils se disent que ce n'est rien, que ce n'est pas sérieux, que c'est irréaliste. Il insistait sur ce point. Ces idées ne sont pas accidentelles. Elles sont le fruit d'un esprit préparé, d'un désir clair et d'un mental suffisamment calme pour écouter. Cette imagination ne travaille pas dans le bruit, elle parle doucement.
Et si tu n'apprends pas à créer de l'espace intérieur, tu risques de ne jamais l'entendre, même quand elle frappe à la porte. Mais dans les deux cas, une chose est indispensable. Une seule, un objectif clair. Sans objectif, l'imagination s'agite, mais elle ne construit rien. Elle produit des images, des idées, des hypothèses, sans jamais leur donner une forme stable. C'est comme un atelier sans plan. Les outils sont là, la matière première aussi, mais personne ne sait ce qu'il faut fabriquer. Alors l'esprit essaie tout. Il commence, il abandonne, il change de direction. Et cette dispersion finit par fatiguer. Elle donne l'impression de tourner en rond, d'avoir beaucoup de pensées, mais peu d'avancées. Un objectif clair agit comme un point fixe, une destination intérieure. Il ne donne pas toutes les réponses, mais il oriente toutes les questions. À partir du moment où l'objectif est posé, l'imagination change de comportement. Elle ne vagabonde plus, elle cherche. Elle explore des options, elle teste des chemins, elle ajuste les plans. Même l'imagination créatrice, la plus subtile, a besoin de ce repère. Sans objectif, ses intuitions restent floues, isolées, faciles à oublier. Avec un objectif clair, elles trouvent une place, un sens, une direction. Napoléon Hill insistait là-dessus. L'esprit humain travaille mieux quand il sait pourquoi il travaille. Un objectif clair ne garantit pas la réussite immédiate, mais il garantit une chose essentielle. Tu ne travailles plus contre toi-même. Et à partir de là, l'imagination cesse d'être un bruit intérieur pour devenir une force organisée. Sans objectif, l'atelier reste vide. Les outils sont pourtant bien là. L'intelligence, la créativité, l'expérience, les idées potentielles, mais personne ne travaille. Alors l'atelier devient un lieu de passage. On y entre sans intention. On en ressort sans rien avoir construit. Les pensées apparaissent, puis disparaissent. Les idées naissent, puis s'éteignent faute d'attention. Et ce vide intérieur est souvent mal compris. On croit manquer de capacité, on croit manquer de talent, on croit manquer d'inspiration. Alors que ce qui manque, c'est simplement une direction claire. C'est pour cela que cette question est si importante. Pas une question à répondre vite, pas une question à survoler. Pose-la toi sincèrement. Qu'est-ce que tu demandes réellement à ton imagination? Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu nourris chaque jour. Est-ce que tu lui demandes de confirmer tes peurs, de justifier ton immobilité, de te montrer pourquoi c'est compliqué, risqué, incertain? Ou est-ce que tu lui demandes de chercher des solutions, d'explorer des possibilités, de construire des chemins là où il n'y en avait pas? L'imagination répond toujours à la question qu'on lui pose, même si cette question est silencieuse, même si elle n'est jamais formulée clairement. Alors tant que tu ne choisis pas consciemment ce que tu attends d'elle, elle travaille au hasard. Mais le jour où tu formules une intention claire, même simple, l'atelier s'anime. Les idées commencent à rester, les images prennent forme, les plans commencent à émerger. Et ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif, mais c'est réel. Parce qu'un atelier n'a pas besoin de magie, il a besoin d'un projet. La plupart des gens lui demandent inconsciemment de confirmer leur peur. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils font une demande. Ils se lèvent le matin avec les mêmes pensées, ils anticipent les mêmes difficultés, ils rejouent intérieurement les mêmes scènes, sans le formuler clairement. Ils disent à leur imagination « Montre-moi pourquoi c'est risqué. Montre-moi pourquoi je pourrais échouer. Montre-moi pourquoi ce n'est pas pour moi. » Alors l'imagination obéit. Elle répète les mêmes images mentales, les mêmes scénarios, les mêmes limites. Un refus passé devient une règle. Une critique entendue devient une vérité. Une peur ancienne devient une frontière invisible, jour après jour, sans pause, sans remise en question. Et avec le temps, ces images deviennent familières. Elles ne choquent plus, elles semblent normales. Année après année, elles s'installent profondément. Et à force d'être répétées, elles finissent par être confondues avec la réalité. On ne dit plus « j'imagine que ça pourrait se passer ainsi ». On dit « c'est comme ça ». On ne dit plus « j'ai peur que ». On dit « je sais que ». C'est ainsi que des possibilités disparaissent sans jamais avoir été testées, que des décisions ne sont jamais prises, que des chemins ne sont jamais explorés. Napoléon Hill voulait mettre en lumière ce piège silencieux, parce que tant que tu appelles une image répétée la réalité, tu ne chercheras jamais à la transformer. Mais le jour où tu comprends que beaucoup de limites sont des constructions mentales répétées,
quelque chose se fissure. Et dans cette fissure, une nouvelle direction devient possible. Il insistait sur un point essentiel. Le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Ce que tu visualises avec émotion devient une instruction. Alors voici un exercice simple, mais profondément transformateur. Chaque jour prend quelques minutes. Pas longtemps. 5 minutes suffisent. Assieds-toi. Respire lentement. Et imagine une scène précise de ta vie idéale. Pas vague, pas floue. Où es-tu exactement? Que fais-tu? Qui est autour de toi? Et surtout, comment te sens-tu à l'intérieur? Ce n'est pas un fantasme, c'est une répétition mentale, comme un musicien qui s'entraîne sans instrument, comme un athlète qui visualise son mouvement avant de le réaliser. Tu es en train d'entraîner ton esprit à reconnaître une direction. Mais l'imagination a besoin d'un ordre clair. Sans ordre, elle erre. Avec un ordre précis, elle obéit. Prends une feuille, écris ce que tu veux réellement créer. Pas avec des mots vagues, pas avec des souhaits flous. Sois précis, concrète, engagé. Puis imagine non seulement le résultat, mais le chemin, les décisions à prendre, les obstacles à traverser, les actions quotidiennes, parfois inconfortables. C'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils aiment imaginer la réussite, mais ils refusent d'imaginer la discipline. Or, Napoléon Hill le rappelait sans cesse. Toute création commence dans l'esprit, mais elle se matérialise par l'action. L'imagination sans action devient une illusion. L'action sans imagination devient une lutte aveugle. Les deux doivent travailler ensemble dans le même atelier. Et il y a un autre ingrédient indispensable, un carburant. Hill l'appelait le désir brûlant. Pas une envie tiède, pas un « ce serait bien », mais un désir qui insiste, qui te dérange, qui refuse de te laisser tranquille. Un désir si fort qu'il alimente naturellement ton imagination. Sans lui, l'atelier ferme ses portes. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce que tu veux au point de ne plus pouvoir faire semblant? Lorsque ce désir est clair, l'imagination commence à produire des idées utiles. Et ces idées demandent une chose simple, être mises en mouvement. Hill parlait de transmutation, transformer une énergie mentale en action concrète. Chaque idée doit produire un geste, même petit, même imparfait. Un appel passé, une recherche effectuée, une compétence commencée, une page écrite. L'imagination ouvre la porte, l'action te fait entrer. Et c'est ici que beaucoup se trompent sur l'argent. L'argent n'est pas le point de départ, il est la conséquence. Il suit la valeur, toujours. Pose-toi cette question essentielle. Quel problème puis-je résoudre grâce à une idée que j'imagine clairement? Toute richesse commence ainsi. Une solution imaginée, clarifiée, testée, améliorée. L'argent n'est rien d'autre que la trace laissée par une idée utile mise au service des autres. L'atelier est déjà là. Il a toujours été là. La seule différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui répètent la même année encore et encore, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'usage conscient de l'imagination. Alors aujourd'hui, n'imagine pas plus, travaille mieux dans ton atelier intérieur. Et si ce genre de réflexion t'aide à voir ta vie autrement, si tu sens que ces idées résonnent avec quelque chose de profond en toi, abonne-toi à Sagesse du jour. Parce qu'ici, on ne te dit pas quoi penser, on t'aide à penser par toi-même. Et surtout,